Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Cuba et la Guinée équatoriale renforcent les liens bilatéraux. Lors d'une visite officielle à Cuba, le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bazogo, a été reçu par son homologue Raúl Castro. Les détails dans ce journal. Front commun contre Boko Haram en Afrique, les chefs d'État des pays membres du bassin du lac Tchad ainsi que du Bénin se réuniront le 7 octobre à Niamey afin de mutualiser leurs efforts de lutte contre la menace que constitue le groupe terroriste. Et enfin, mobilisation également, mais cette fois contre le virus Ebola en Guinée, d'où est partie l'épidémie en 2013. Une rencontre gouvernementale s'est tenue ce mercredi. Objectif, revoir la performance du système sanitaire guinéen et évaluer l'impact de l'épidémie sur l'économie. Retour sur la rencontre bilatérale entre la Guinée équatoriale et Cuba. Le 29 septembre 2014, le chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a été reçu par le président Raúl Castro. Au menu des discussions, entre autres, le danger de l'expansion du virus Ebola en Afrique occidentale. Reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial à Cuba. La Guinée équatoriale renforce ses liens de coopération avec la République de Cuba. Après l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État équato-guinéen s'est rendu à Cuba pour une visite de 3 jours. Parmi les temps forts de ce séjour cubain, la visite des centres d'intérêt scientifique et économique et le dépôt de fleurs au mausolée de José Martí. Homme politique, philosophe, penseur, journaliste et poète, il fut le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Ici à Cuba, José Martí est considéré comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance sur le sol cubain. Un personnage atypique de la fin du 19e siècle que le président équato-guinéen a voulu célébrer et honorer. Un personnage comme José Martí, Un personnage comme José Martí, qui a donné les principaux idéaux d'une nation, doit réellement être un personnage immortel. Je pense que la révolution qu'il y a eu ici incarne aujourd'hui tous les Cubains. Actuellement, les Cubains sont des internationalistes et n'ont pas de frontières. Je crois que c'était là aussi les idéaux de José Martí. Le président Obiang Bazogo est allé à la rencontre de Raúl Castro, chef de l'État cubain. Pendant une entrevue de près d'1 heure, les deux chefs d'État ont abordé différentes questions concernant la coopération bilatérale et le danger que représente l'expansion du virus Ebola dans les pays de l'Afrique occidentale. Siempre condenamos el bloqueo irracional de Cuba porque realmente ella no tiene razón. Nous avons condamné le blocus contre Cuba. Nous pensons que les États-Unis n'ont aucune raison de maintenir des sanctions contre la République cubaine. Quant à l'assistance, unilatéralement, Cuba nous a envoyé 15 médecins pour venir former les médecins équato-guinéens en ce qui concerne la prévention contre Ebola ici en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale et la République cubaine maintiennent d'excellentes relations diplomatiques. Près de 1000 Cubains vivent en Guinée équatoriale et opèrent dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. Le Maroc veut redynamiser ses relations avec l'Afrique subsaharienne. C'est en ce sens qu'a été créé en février 2013 le Centre des études sahariennes. Il s'agit notamment d'encourager la recherche scientifique relative au Sahara. Les précisions d'Aminata Diak. Le Maroc veut redynamiser ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Pour mieux répondre à cette ambition, le royaume chérifien a créé en février 2013 le Centre des études sahariennes relevant de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Mohamed V, Rabat, Agdal. L'institution vise à encourager la recherche scientifique relative au Sahara afin de contribuer à la préservation de la mémoire et à la réalisation de recherches appliquées. Le centre, c'est un centre universitaire. Il a 3 volets, il fait de la recherche, la formation et l'édition. L'édition, tout ce qui concerne le Sahara et aussi l'Afrique subsaharienne. On a commencé surtout ce volet patrimonial, donc on a enregistré un CD-ROM avec des groupes de la musique traditionnelle au Sahara. On a publié 10 ouvrages sur la poésie, sur des conférences, des anthropologues, des sociologues qui étaient invités par le centre, organisé des tables rondes sur la thématique relative au Sahara et même aussi à l'Afrique. On a invité des collègues mauritaniens et aussi d'autres collègues pour donner des conférences sur le rapport Maroc-Afrique. Même si les relations maroco-africaines ont été affectées par le départ du royaume chérifien de l'Union africaine en 1984, suite à l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique, territoire contesté, les deux partenaires ont maintenu leur coopération bilatérale.
Le Maroc a été toujours, comme a dit le feu Hassan II, ses racines sont en Afrique. Donc on n'a jamais oublié l'Afrique, on n'a jamais tourné le dos à l'Afrique. L'Afrique, elle est là. Le Maroc s'est retiré sans couper ses relations. Il a resté sur des relations bilatérales avec des pays africains. Il est toujours très dynamique dans ses relations avec l'Afrique et il n'a jamais quitté l'Afrique au sein de relations bilatérales. C'est vrai, il a quitté une organisation en attendant que la raison, donne raison au Maroc. Le Maroc organise ce vendredi 3 octobre à Rabat, la capitale, une journée d'études sur les relations maroco-africaines. Une occasion pour le pays de faire de l'Afrique subsaharienne un partenaire incontournable et de réaffirmer son attachement à la région. Quelle solution pour vaincre Boko Haram? C'est à cette question cruciale que devront répondre les chefs d'État des pays du bassin du Tchad et leurs partenaires lors du prochain sommet qui sera organisé à Niamey, au Niger, le 7 octobre 2014. Toutefois, pour de nombreux spécialistes du terrorisme, la clé de la bataille de l'information se trouve dans le renseignement. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La mutualisation des efforts pour éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Selon le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, plus d'efforts et de coopération s'imposent tant au niveau régional qu'international afin de pouvoir y faire face efficacement. En effet, la lutte contre le terrorisme est certes devenue un objectif régional et international, mais elle est loin d'être encore gagnée et demande une certaine stratégie face à la nébuleuse Boko Haram, qui est d'abord une force asymétrique avec un mode opératoire différent par rapport aux forces conventionnelles. Mais au-delà de tous ces efforts qui sont en train d'être mis ensemble, il y a un élément très très important, c'est qu'on ne peut pas réunir les moyens pour mener un combat de manière conventionnelle, c'est-à-dire des armées conventionnelles, contre une armée qui est invisible, qui fait des apparitions sporadiques, qui mène des actions et disparaît dans la nature. Alors donc, on a dit que l'erreur que les pays, le Nigeria et le Cameroun, l'erreur que ces deux pays ont commise, c'est d'avoir voulu aligner les armées régulières des armées conventionnelles pour combattre une branche armée, n'est-ce pas, de Boko Haram, qui n'est pas une branche normale, c'est-à-dire qui a mené une formation conventionnelle pour mener un combat. Pour les spécialistes, la bataille de l'information est capitale pour remporter le combat contre la secte islamiste. D'autres stratégies devront également être développées par les États pour vaincre Boko Haram. Il existe une certaine capacité d'adaptation des moyens que les deux États utilisent dans la lutte militaire et sécuritaire contre Boko Haram. Il reste également à concevoir des moyens appropriés au plan de l'action politico-culturelle qui est à mener contre Boko Haram, qui est d'abord un mouvement social, et il y a également des moyens qui relèvent de l'action économique qui doivent également être approfondis contre Boko Haram. Les chefs de l'État des pays membres du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Tchad, le Nigeria se réuniront le 7 octobre à Niamey au Niger. D'autres pays africains comme le Bénin ainsi que certains partenaires de la communauté internationale seront également présents à ce rendez-vous. Objectif, mutualiser leurs efforts afin de vaincre la nébuleuse islamiste. La mobilisation contre le virus Ebola s'intensifie. Les institutions politiques et les États se mobilisent pour endiguer ce fléau qui a déjà fait plus de 3000 victimes. En Guinée, le gouvernement a entamé ce mercredi une retraite exceptionnelle avec des partenaires. Il s'agit ici de définir de nouveaux mécanismes pour coordonner les interventions dans la riposte contre Ebola, entre autres. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement, Albert Damantang Camara. Le gouvernement a souhaité rencontrer ses partenaires au développement, ses partenaires techniques et financiers, afin d'évaluer ensemble l'impact de l'épidémie Ebola sur notre système sanitaire et sur notre économie, et trouver ensemble les meilleures réponses possibles en tenant compte des contraintes budgétaires qui existent pour faire face à cette nouvelle donne. Et donc, il fallait voir à travers les interventions des uns et des autres ce qui avait déjà été fait et ce qui restait à faire, et procéder éventuellement à une nouvelle répartition des ressources disponibles sur des secteurs clés prioritaires afin vraiment de venir à bout de cette épidémie, tout en tenant compte de l'impact qu'il y a sur l'économie afin, lui, de l'amortir.
Culture à présent, coup de projecteur sur le groupe Djetou. Ce trio gabonais est spécialisé dans la musique zouk R&B. Créé dans les années 90 par 3 amis d'enfance, il fait fureur au Gabon. Avec leur 3e album, ils visent une percée à l'international. Découverte dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Pagui, Franklin et Patrick sont 3 garçons passionnés de musique depuis leur plus jeune âge. Il y a 20 ans, ils décident de former un groupe afin de faire passer leur message d'amour, de paix et de fraternité dans un monde miné par des revendications de toutes sortes. Ainsi commence l'aventure musicale du groupe Djetou, dont la tendance musicale est le zouk R&B. De la chaleur africaine, on amène la culture gabonaise en particulier sur les scènes. Donc le public adhère et rentre dans cette qualité que nous apportons. Les retours sont multiples, il y a pas mal des invitations. Déjà, je parlerai de Madagascar, Antananarive. Anciennement connu sous le nom de 3FB, le trio fait ses débuts aux côtés de Noli Productions, le label de feu Oliver Ngoma qui produira leur premier opus Espoir en 2000. Après quelques années de travail et d'efforts, le groupe change de label et signe avec AFJ Productions en 2002, structure managée par Frédéric Gassita. Il y en a de toutes les couleurs. Ambiance africaine qui nous entraîne, mouiller le maillot, défais-toi tes peines. Bon, à l'époque, on s'appelait 3FB. 3FB n'a fait que se noyer sur le Djetou parce qu'il était important d'avoir ce côté bantou que nous avions. Le groupe vient de sortir son 3e opus intitulé Obsession, un album de 15 titres avec des invités tels que Jean-Michel Rotin, Crash le Gravka et Bénédicte Tandem. Cet album fait déjà parler de lui sur le plan local en attendant qu'il fasse ses preuves à l'international. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.